Pour que tout le monde comprenne les schémas électriques, il existe des symboles normalisés, associés à chaque dipôle. Ceux-ci peuvent être représentés horizontaux ou verticaux, mais jamais inclinés. Un générateur sera représenté comme ceci, un cercle avec un G majuscule à l'intérieur. Si on le met verticalement, le G doit rester dans le sens de lecture. Si le générateur a une borne plus et une borne moins, il faut l'indiquer sur le symbole. Une pile, même si elle est un générateur, a un symbole qui lui appartient. 2 barres parallèles, la plus grande étant le plus. Il existe 4 positions possibles. Attention de ne pas trop éloigner les 2 barres et de bien marquer la différence de taille entre les barres. Une lampe est représentée par une croix dans un cercle. Attention, la croix doit toucher le cercle et elle est inclinée comme un signe multiplié. Une diode est représentée par un triangle traversé par une barre. Une barre perpendiculaire est tracée à la pointe. Attention, la barre doit toucher la pointe et faire la même hauteur que le triangle. Une DEL est une diode qui peut éclairer dans un sens de branchement. On rajoute juste 2 petites flèches perpendiculaires à un côté du triangle. Ces flèches sont toujours tracées, que la DEL éclaire ou pas. Un interrupteur est tracé comme ceci. La barre part toujours du centre d'un cercle. Quand il est fermé, l'autre extrémité appuie sur le dessus de l'autre cercle. La barre ne doit pas dépasser et être bien en contact avec ce cercle. Quand il est ouvert, on veille à ne pas faire la barre trop longue non plus. Un moteur est représenté par un M majuscule dans un cercle. Les fils sont représentés par de simples traits, obligatoirement verticaux ou horizontaux. Un résistor est représenté par un rectangle. Un fusible est représenté par un rectangle traversé par un trait. Tous ces symboles doivent être faits à la règle. Je n'impose pas le compas pour les cercles tant que le tracé des élèves ressemble à un cercle, mais à vous de respecter les consignes de vos enseignants. Certains composants sont capables de créer un courant électrique. On dit que ce sont des générateurs. C'est le cas d'une alimentation, d'une pile, d'une batterie, d'un panneau photovoltaïque. D'autres composants ne peuvent pas créer de courant électrique. On dit que ce sont des récepteurs. C'est le cas d'un moteur, d'une lampe, d'un fil, d'une résistance, d'une diode, d'une DEL, etc. Les diodes sont une famille de composants. Il y a les simples diodes, les diodes électroluminescentes, que l'on appelle DEL en français ou LED en anglais, les photodiodes, etc. Les diodes ont toutes une propriété commune. Elles ne laissent passer le courant que dans un sens de branchement, et le bloquent si elles sont branchées dans l'autre sens. Pour une simple diode, il passe quand il arrive de ce côté. Pour une DEL, il passe quand il arrive de celui-ci. On dit que les diodes sont dans leur sens passant si le courant passe. S'il arrive dans l'autre sens, la diode l'empêche de passer. Elle est dans son sens bloquant. Le symbole d'une diode traduit ce fonctionnement. Le triangle indique en effet le sens que doit avoir le courant pour pouvoir passer. La barre symbolise un mur qui empêcherait le courant de passer. Dans ce sens-là, il n'y a pas de courant. Comme une DEL a cette propriété en commun avec une simple diode, on retrouve la même base dans le symbole. On le complète juste avec la propriété supplémentaire d'une DEL qui est de s'allumer quand le courant passe. On représente cela par 2 petites flèches qui partent du symbole. On doit les faire quel que soit le sens de branchement de la DEL. Les flèches indiquent en effet qu'elle peut éclairer dans certains cas, pas qu'elle est en train d'éclairer. Si on ne les met pas, ce n'est pas une DEL qui est représentée, mais une simple diode. Certains composants fonctionnent de manière différente suivant leur sens de branchement. C'est le cas d'un moteur, dont l'axe va tourner dans un sens avec un certain sens de branchement, et dans l'autre si on inverse le branchement. C'est le cas d'une diode également, qui va laisser passer le courant dans un sens de branchement, mais le bloquer dans l'autre. Ces composants sont dits polarisés. D'autres composants, comme les lampes, les résistances, fonctionnent de la même façon, quel que soit le sens de branchement. On dit qu'ils sont non polarisés.
Un interrupteur peut être ouvert ou fermé. On le représente par les symboles suivants. Ce symbole est semblable à une porte ouverte vue de dessus. Il est donc facile de se souvenir que l'interrupteur est ouvert dans ce cas. Ici, il est semblable à une porte fermée vue de dessus. Il est donc fermé. Parfois, les élèves pensent que le courant passe quand l'interrupteur est ouvert, puisque l'on peut passer à travers une porte ouverte. Ce n'est pourtant pas le cas pour le courant. Pour comprendre que le courant peut passer quand l'interrupteur est fermé, il suffit d'imaginer qu'il vient du mur à gauche de la porte et qu'il doit passer sur l'autre mur. On voit bien que dans le premier cas, c'est possible, mais pas dans le deuxième. En résumé, un interrupteur ouvert se représente comme ceci. Le courant ne peut pas passer. On dit aussi que le circuit est ouvert. Un interrupteur fermé se représente comme ceci. Le courant peut passer. Le circuit est donc fermé. Le terme série fait penser à une série télévisée. Comme dans une série où l'on retrouve des épisodes les uns à la suite des autres, on va retrouver ici les dipôles les uns à la suite des autres, que ce soit dans le montage ou dans le schéma. Pour réaliser le montage, il suffit donc de relier les composants les uns à la suite des autres. L'ordre n'a pas d'importance. On ne peut pas avoir dans ce montage deux fils branchés l'un sur l'autre. Pour le schéma, c'est le même principe. On met les symboles les uns à la suite des autres dans l'ordre que l'on veut. On peut les répartir comme on le souhaite sur les différents côtés, en respectant les règles habituelles. Pas de symbole dans les angles, tracé à la règle. On doit obtenir un rectangle à la fin. Pour t'entraîner, réalise le schéma d'un circuit en série comprenant une lampe, un moteur, une pile et un interrupteur fermé. Mets en pause, puis relance pour la correction. Tous ces schémas sont justes et équivalents. Le terme dérivation fait penser à déviation. Pour des voitures, c'est offrir une nouvelle route pour les véhicules. C'est la même chose pour le courant électrique. Pour réaliser un circuit entièrement en dérivation, il faut commencer par relier un premier dipôle au générateur. De même, pour réaliser le schéma, on commence par relier un premier symbole à celui du générateur, en le faisant de préférence parallèle. On relie ensuite le dipôle suivant au premier par ces deux bornes. On peut aussi le brancher sur le générateur. On fait la même chose sur le schéma. S'il y a d'autres dipôles, on continue sur le même principe. Pour t'entraîner, réalise le schéma d'un circuit en dérivation comprenant une pile, une DEL, une lampe et un résistor. Mets en pause, puis regarde la correction. Tous ces schémas sont justes. À la fin, tu dois obtenir plusieurs rectangles. Attention, il est interdit de placer les symboles dans les angles et tu ne peux pas faire partir 3 fils d'un dipôle. Lorsque l'on court-circuite un dipôle seul avec un générateur, ou d'une manière générale un dipôle en dérivation avec un générateur, celui-ci est court-circuité. Le courant devient alors très fort, les fils chauffent énormément et il y a risque d'incendie. On peut le montrer en réalisant cette expérience. C'est de la laine de fer qui court-circuite ici le générateur. Les fluctuations d'éclairage montrent bien que la lampe est court-circuitée. On observe que la laine de fer chauffe assez pour brûler, il y a danger. Pour réaliser le montage souhaité sans se tromper, il est indispensable de bien commencer le circuit. C'est en effet en plaçant les premiers fils que l'on va s'assurer de réaliser le bon montage. Dans les deux cas, on peut commencer à brancher un fil sur chacune des bornes du générateur. Si l'on veut réaliser un montage en série, ces fils ne doivent pas être reliés au même dipôle, à une même lampe par exemple. Un des fils va donc être relié à un premier dipôle, l'autre le sera donc à un deuxième dipôle. Il suffit ensuite de finir de relier les bornes libres restantes pour achever le circuit. À la fin, on ne doit pas avoir deux fils branchés l'un sur l'autre. Si l'on veut réaliser un montage en dérivation, on doit brancher les deux fils reliés au générateur sur un même dipôle, ici sur une lampe. On place ensuite deux fils sur le dipôle suivant et on le relie sur la lampe déjà branchée, ou si l'on préfère, sur le générateur. Cela ne change rien au fonctionnement.
Tous les dipôles sont donc branchés les uns sur les autres, et on doit donc voir dans ce circuit plusieurs fils branchés sur une même borne. Les circuits en série et en dérivation ont des propriétés différentes. Quand on rajoute des dipôles en série, ils vont fonctionner de moins en moins bien. Quand on rajoute des dipôles en dérivation, rien ne change pour les autres. Dans un circuit en série, il n'y a qu'un seul chemin possible pour le courant. S'il ne peut plus passer à un endroit, si une lampe est grillée ou dévissée par exemple, il n'y a plus de courant du tout et tout cesse de fonctionner. Dans un circuit en dérivation, le courant se divise en chacune des branches contenant les dipôles. Si un composant grille ou est dévissé, il peut toujours circuler dans le reste du circuit et les autres dipôles fonctionnent comme avant. Les dipôles sont totalement indépendants. Si on court-circuite une lampe dans un circuit en série, c'est comme si elle n'existait plus. Tant que le générateur n'est pas court-circuité, il n'y a pas de risque à part faire griller certains dipôles s'ils sont en surtension. Si on court-circuite un dipôle dans un circuit en dérivation, c'est comme si on court-circuitait tous les dipôles. Le générateur est donc court-circuité également et il y a un risque d'incendie. Nous allons voir dans cette vidéo comment mesurer l'intensité du courant électrique. L'intensité se mesure avec un multimètre. Celui-ci peut mesurer plusieurs grandeurs. On va l'utiliser ici en tant qu'ampèremètre, puisqu'il va mesurer une grandeur s'exprimant en ampères. Nous avons au collège 4 types de multimètres, qui fonctionnent tous sur le même principe. Nous pouvons voir qu'ils sont composés de 3 parties. Un écran qui va afficher la valeur mesurée, un cadran autour duquel sont inscrits des nombres appelés calibres, et des bandes de branchement. Intéressons-nous d'abord au calibre. Par définition, c'est la plus grande valeur que l'appareil peut mesurer. C'est aussi souvent la plus grande qu'il peut supporter avant de griller. On se place donc toujours au départ sur le plus grand calibre, par sécurité. On voit apparaître ici différentes unités. La partie qui nous intéresse est en ampères, et si plusieurs zones existent, on choisit toujours la zone sans la vague, ou marquée DCA. Il faut ensuite choisir les bornes de branchement. COM signifie commun. On utilisera donc toujours cette borne sur laquelle on place un fil noir. On branche ensuite un deuxième fil sur la borne correspondant au calibre le plus grand, 10 ampères ou 20 ampères, suivant les appareils. Une fois cela fait, on peut brancher l'ampèremètre dans un circuit. Attention, il se place toujours en série avec le dipôle dont on veut déterminer le courant qui le traverse. Attention également, la borne COM doit toujours être branchée vers la borne négative du générateur, borne noire. Si ce n'est pas le cas, un signe moins apparaît. Il suffit alors d'inverser les fils sur l'ampèremètre pour le faire disparaître. L'inconvénient des grands calibres est de manquer de précision. Pour l'améliorer, on va aller vers les calibres plus petits, qui sont en milliampères. Attention, on ne doit surtout pas dépasser le calibre. Il faut donc convertir sans se tromper la mesure effectuée. Pour passer des ampères en milliampères, on multiplie par 1000. Ici, on a donc 0,18 ampères égale 180 milliampères. 180 milliampères étant bien plus petit que le calibre 200 milliampères, je peux donc bien passer sur ce calibre-là. Pour cela, j'ai 2 opérations à faire. Tourner le commutateur sur 200 milliampères et débrancher le fil de la borne 10 ou 20 ampères pour le brancher sur la borne marquée milliampères. Si j'oublie ce dernier point, une valeur sera affichée, mais sera complètement fausse. Si je me trompe dans mon changement de calibre et qu'il est dépassé, l'appareil va afficher un message alerte. Suivant l'appareil, ce sera un chiffre 1 suivi d'un point ou l'affichage OL. Je dois aussitôt débrancher un fil du multimètre pour éviter qu'il grille. En fin de manipulation, je commence toujours par débrancher un fil de l'ampèremètre, puis je pense bien à tourner le bouton sur OFF pour préserver les piles. Pour pouvoir utiliser correctement un ampèremètre, on doit convertir sans erreur les ampères en milliampères. En effet, on se place au début sur le calibre 10 ampères, le moins fragile, mais aussi le moins précis.
Les autres calibres de l'appareil étant en milliampères, il faudra faire cette conversion. Pour rappel, le calibre est la plus grande valeur que l'appareil peut supporter. Plus le calibre est petit, plus il est fragile, mais il est aussi également plus précis. Il faut donc aller vers les petits calibres quand on fait une mesure et quand c'est possible, pour avoir la valeur la plus précise possible. Il faudra toujours que la valeur soit plus petite que le calibre pour pouvoir régler l'appareil sur ce calibre. Cette conversion est facile, c'est la même que pour passer des mètres au millimètre, des grammes au milligramme, etc. Il existe de nombreuses techniques pour faire cela rapidement. Un tableau de conversion, par exemple, c'est celui-ci qu'il faudra utiliser. On met le chiffre avant la virgule dans la case ampères, puis on écrit les autres chiffres et on complète si nécessaire avec des zéros jusqu'à la case milliampères. On enlève ensuite la virgule et les zéros inutiles. On peut aussi retenir que les milliampères sont le troisième chiffre après la virgule et lire directement le nombre en rajoutant les zéros nécessaires et en enlevant la virgule. On peut aussi déplacer la virgule de 3 rangs vers la droite. On peut aussi se souvenir que pour passer des ampères aux milliampères, il faut multiplier par 1000, ce qui revient à multiplier 3 fois par 10. Entraîne-toi maintenant à convertir ces nombres. Mets en pause, puis relance pour la correction. Pour comprendre ce qu'est un calibre sur un ampèremètre, il faut déjà bien distinguer ce terme de calibre d'un autre terme, les bornes. Les bornes sont les bornes de branchement, c'est là que l'on va brancher les deux fils qui serviront à relier l'appareil au reste du circuit. Dans le cas de l'ampèremètre, un fil ira obligatoirement sur la borne COM, puis sera relié vers le moins de générateur. L'autre fil est branché sur la borne 10 ampères ou sur la borne milliampères, suivant le calibre que l'on va utiliser. Les calibres sont les valeurs indiquées autour du cadran. Quand on utilise cet appareil en ampèremètre, on voit qu'il y a à notre disposition 4 calibres, 10 ampères, 200 mA, 20 mA et 2 mA. Ces nombres indiquent la plus grande valeur que peut mesurer l'appareil. Ainsi, si je suis sur 200 mA, l'appareil peut mesurer jusqu'à 200 mA, pas au-delà. Par contre, plus on va aller vers de petits calibres, meilleure sera la précision. Pour bien comprendre la méthode pour faire une mesure, on peut comparer les calibres à des éprouvettes permettant de mesurer un volume. Imaginons que l'on veuille mesurer, en une seule mesure, un certain volume présent dans un récipient opaque. On n'a donc aucune idée de la valeur de ce volume. On a à notre disposition 4 éprouvettes. La première mesure jusqu'à 10 litres, mais chaque graduation correspond à 0,01 litre, soit 10 ml, ce qui n'est pas très précis. La deuxième mesure jusqu'à 200 ml seulement, mais par contre les petites graduations correspondent à 2 ml, ce qui est beaucoup plus précis. La troisième, elle, ne mesure que jusqu'à 20 ml, mais à 1 ml près. La valeur sera encore plus précise. La dernière mesure jusqu'à 2 ml seulement, mais avec une précision de 0,1 ml. On a encore amélioré la précision. On voit bien le parallèle avec les calibres 10 A, 200 mA, 20 mA et 2 mA. Si on n'a aucune idée du volume de liquide et que l'on veut mesurer en une seule fois, quelle éprouvette va-t-on utiliser en premier? Celle de 10 litres évidemment, car on est presque sûr de ne pas la faire déborder. Pour l'ampèremètre, c'est la même chose, on utilise toujours le calibre 10 ampères pour commencer. Comme on veut avoir une mesure précise, on va ensuite verser dans des éprouvettes plus petites si l'on peut, de même que l'on va aller vers des calibres plus petits. Imaginons que l'on a mesuré 0,03 litres dans la plus grande éprouvette. On voit que pour savoir si l'on peut verser dans les autres sans risque, il faut convertir les litres en millilitres. Pour cela, on multiplie toujours par 1000. De même pour l'ampèremètre, il faudra toujours convertir l'intensité qui est en ampères au départ en milliampères, toujours en multipliant par 1000. 0,03 litres est égal à 30 millilitres. Quelles sont les autres éprouvettes que je peux utiliser? Celle de 200 ml sans problème. Par contre, si l'on verse le liquide dans celle de 20 ml ou celle de 2 ml, le liquide va déborder, donc je ne peux pas. De la même façon, si je mesure 0,03 A, ce qui fait 30 mA, je ne peux utiliser que le calibre 200 mA. Si je passe sur les autres, je vais faire déborder l'ampèremètre, ce qui dans ce cas signifie le faire griller. L'appareil m'avertira du danger en affichant le signal suivant, un 1 avec un point à côté. Quelle éprouvette dois-je utiliser au final pour faire ma mesure? La 200 ml, car c'est la plus petite et donc la plus précise des éprouvettes utilisables. Quel calibre dois-je utiliser sur l'ampèremètre? Le 200 mA, car c'est le plus petit des calibres utilisables, donc le plus précis.
À noter une particularité de l'ampèremètre, il faut relier un fil sur la borne 10 A quand on utilise le calibre 10 A et la borne milliampère quand on utilise les calibres 200 mA, 20 mA et 2 mA. Si tu n'arrives pas à faire ces exercices, regarde la vidéo expliquant la notion de calibre. Tu as les liens dans les commentaires. Mets en pause dès que les 3 questions apparaissent, puis remets en lecture. Il y a 2 exercices. On doit toujours utiliser le plus grand. 20 A est égal à 20 000 mA. On voit bien que c'est le plus grand, donc c'est celui-là que l'on utilise. Si l'appareil affiche 0.01 sur le calibre 20 A, c'est que la valeur vaut 0,01 A, soit 10 mA. On multiplie toujours par 1000 pour faire cette conversion. On peut utiliser tous les calibres supérieurs à cette valeur, soit 20 A bien sûr, mais aussi 200 mA et 20 mA. Par contre, le calibre 2 mA est trop petit, il est donc interdit. On doit parmi ces calibres possibles utiliser le calibre 20 mA, car c'est le plus petit des calibres possibles et donc le plus précis. Le but de la mesure est d'obtenir la valeur la plus précise possible. On doit toujours utiliser le plus grand. 10 A est égal à 10 000 mA. On voit bien que c'est le plus grand, c'est donc celui-là que l'on utilise. Si l'appareil affiche 0.11 sur le calibre 20 A, c'est que la valeur vaut 0,11 A, soit 110 mA. On multiplie toujours par 1000 pour faire cette conversion. On peut utiliser tous les calibres supérieurs à cette valeur, soit 10 A bien sûr, mais aussi 2000 mA et 200 mA. Par contre, le calibre 20 mA est trop petit, il est donc interdit. On doit parmi ces calibres possibles utiliser le calibre 200 mA, car c'est le plus petit des calibres possibles et donc le plus précis. Pour comprendre les lois des intensités, il faut maîtriser certaines bases. Savoir que l'intensité représente la force du courant électrique. Savoir qu'elle s'exprime en ampères, de symbole A. Savoir qu'un ampère vaut 1000 mA et que pour passer des ampères aux milliampères, on multiplie par 1000. Savoir donc également que pour passer des milliampères aux ampères, on divise par 1000. Savoir que l'on représente l'intensité par la lettre I majuscule et que pour dire qu'une intensité vaut 2 ampères, on va écrire I égale 2 ampères. Pour préciser de quelle intensité on parle, on peut l'indiquer en indice. IG sera l'intensité dans le générateur, I indice L1 l'intensité dans une première lampe, I indice M l'intensité dans un moteur, etc. Une fois cela connu, on peut s'intéresser aux lois dans les deux types de circuits. Dans un circuit en série, tout d'abord, l'intensité est la même partout. Cette loi s'appelle la loi d'unicité, puisque l'intensité a une valeur unique dans tout le circuit. Dans cet exemple, on a donc IG égale IL égale IM. Si on nous donne une valeur, on les connaît donc toutes. Pour comprendre cette loi, il faut imaginer que le courant électrique est fait de petites billes qui se déplacent. On peut comparer cela à un collier de perles autour du cou d'une personne. Si on attrape une bille et qu'on la déplace, toutes les perles vont suivre et se déplacer à la même vitesse. Dans un circuit en série, c'est le même principe. Toutes les petites billes se déplacent à la même vitesse et donc la force du courant est partout la même. Dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant fourni par le générateur est égale à la somme des intensités dans les autres dipôles. On a dans cet exemple IG égale IL plus IM. On appelle du coup cette loi la loi d'additivité, puisque l'on fait une addition. Il est facile de comprendre cette loi si l'on compare le courant électrique avec de l'eau qui circule dans un gros tuyau qui se divise ensuite en deux. On voit bien que la quantité d'eau qui va sortir du gros tuyau sera égale à celle qui entre par le premier petit tuyau, plus celle qui rentre dans le deuxième petit tuyau. Vous allez voir dans cette vidéo comment utiliser les lois des intensités dans les circuits à l'aide de 3 exercices types. La rédaction telle qu'elle est présentée est obligatoire. Dans le premier exercice, on a un circuit en série comprenant un générateur et 2 lampes. On donne l'intensité du courant dans la première lampe, 0,15 A. Que vaut l'intensité dans le générateur? Pour répondre, il faut connaître la loi qui s'applique. Dans un circuit en série, c'est la loi d'unicité et la réponse sera donc
D'après la loi d'unicité dans un circuit en série, toutes les intensités sont égales. On a donc Ig égale IL1 égale IL2 égale 0,15 ampères. L'intensité dans le générateur vaut 0,15 ampères. Dans le deuxième exercice, on a toujours un générateur et deux lampes, mais cette fois-ci en dérivation. On donne l'intensité dans la première lampe, 100 mA, et l'intensité dans la deuxième, 0,3 ampères. Déterminer l'intensité dans le générateur. Pour répondre, on applique cette fois-ci la loi d'additivité. L'intensité du courant dans le générateur est égale à la somme des autres. Pour rédiger, on commence par écrire les valeurs de l'énoncé. IL1 égale 100 mA et IL2 égale 0,3 ampères. Cette étape est très importante et va nous permettre de vérifier les unités, qui doivent être identiques. Ce n'est pas le cas ici, et il faut tout mettre en milliampères ou tout en ampères. On va voir les deux versions en parallèle. Pour passer des ampères en milliampères, on multiplie par 1000. Dans l'autre sens, on divise par 1000. On écrit ensuite le nom de la loi, puis son écriture mathématique. On remplace ensuite les lettres par les nombres correspondants, on fait ensuite le calcul et on écrit la réponse. On termine par une phrase réponse. Les deux résultats sont bien sûr équivalents. Pour comprendre l'esprit de cet exercice, c'est un peu comme si on vous dit qu'un serveur a posé 100 assiettes sur une table et 300 sur une autre, et que l'on vous demande combien il y en avait au départ. Il est évident que la réponse est 400. Le troisième exercice est quasiment le même. Le générateur et les deux lampes sont toujours en dérivation. Mais on donne cette fois-ci l'intensité dans le générateur, 0,5 ampères, et celle dans la deuxième lampe, 150 mA. On écrit les valeurs. Ig égale 0,5 ampères et IL2 égale 150 mA. Là encore, il faut convertir soit tout en ampères, soit tout en milliampères. On écrit ensuite la loi d'additivité, qui est toujours la même. Ig égale IL1 plus IL2. Par contre, cette fois-ci, c'est IL1 que l'on veut calculer. On va donc faire Ig moins IL2 égale IL1. La petite astuce à connaître est simplement de déplacer IL2 pour que l'intensité que l'on veut calculer, IL1, soit toute seule. Et quand on fait cela, le plus IL2 à droite devient moins IL2 à gauche. Deux façons de comprendre cela. D'abord, avec un exemple numérique. Si j'écris 4 égale 1 plus 3, j'ai bien aussi 4 moins 3 égale 1. J'ai déplacé le 3 à gauche, du égal, et pour que l'égalité reste valable, il faut que le plus 3 devienne moins 3. Deuxième façon, avec les assiettes. Si je dis que le serveur avait 4 assiettes et qu'il en a posé 3 sur une table, il ne lui en reste plus qu'une à poser sur la deuxième table. J'ai bien fait la différence, 4 moins 3. Si l'on reprend l'exercice, on voit qu'il suffit maintenant de remplacer les lettres par les valeurs, puis de faire le calcul. On écrit ensuite une phrase réponse. Pour conclure, il faut retenir que dans un circuit en série, il n'y a aucun calcul à faire, toutes les intensités sont égales. Dans un circuit en dérivation, il y a deux possibilités. Si l'on veut déterminer l'intensité du courant dans le générateur, on fait une somme. Si l'on veut déterminer une intensité autre que celle du courant dans le générateur, on fait une différence. Pour t'entraîner, tu peux utiliser le fichier Excel mis en commentaire. Chaque fois que tu ouvres de nouveau le fichier, les valeurs changent. Tu as la correction sur la feuille 2. Répète les exercices pour automatiser et gagner en efficacité et en rapidité. Respecte bien la rédaction, une grande partie de la note y est consacrée. Pour comprendre la notion de tension électrique, il faut d'abord avoir fait un peu d'électrostatique. Cela consiste simplement à frotter certains matériaux, une règle en plastique sur les cheveux par exemple. Ceci fait, la règle est capable d'attirer des morceaux de papier. En répétant ces expériences, on s'est aperçu que l'on pouvait décrire une propriété de la matière que l'on a appelée charge électrique, et on s'est aperçu que cette propriété ne pouvait avoir que deux natures, que l'on a appelées charge plus et charge moins. On s'est aperçu également que des charges identiques se repoussaient, et que des charges opposées s'attiraient. La matière n'est globalement pas chargée, car elle contient ses charges plus et moins, mais en quantité égale. Ces charges se neutralisent donc. Quand on frotte certains matériaux entre eux, l'un va arracher les charges négatives à l'autre. Le premier se retrouve donc chargé négativement et l'autre positivement. C'est ce qui se passe pour les gens ayant les cheveux électriques. La brosse va arracher des charges négatives aux cheveux qui se retrouvent donc tous chargés positivement, et donc se repoussent. Dans un conducteur électrique, les particules négatives peuvent se déplacer.
C'est ce déplacement, quand il se fait pour toutes les particules de la même façon, que l'on appelle un courant électrique. Intéressons-nous à une charge négative dans un conducteur. Branchons sur ce conducteur une pile. Les bornes de celle-ci s'appellent plus et moins car elles sont chargées plus et moins. Une fois branchée, on voit que la charge négative va être attirée par la borne plus et repoussée par la borne moins. Elle va donc se déplacer de la droite vers la gauche. On peut comparer cela à un déménagement. La caisse représente la charge négative, le plus de la pile une personne qui tire la caisse, et le moins une personne qui la pousse. Imaginons maintenant que l'on double la charge à gauche, tout en laissant la même à droite. Il paraît évident que la charge va se déplacer plus facilement, de la même façon que la caisse se déplacera plus facilement, avec une personne supplémentaire pour la tirer. Dernier exemple, doublons maintenant le nombre de charges à droite. Là encore, il paraît logique que la charge va se déplacer encore plus facilement qu'avant, comme si maintenant 2 personnes au lieu d'une poussaient la caisse. Revenons maintenant à cette notion de tension électrique. En fait, elle porte un autre nom également, on l'appelle différence de potentiel. Qu'est-ce que le potentiel? C'est la capacité en un point d'attirer ou repousser une charge. Ici, pour un paquet de charges positives, on peut dire que l'on a un potentiel de plus 1 volt. Là, on a donc un potentiel de moins 1 volt. Ici, plus 2 volts. Là, toujours moins 1 volt. Ici, plus 2 volts. Et là, moins 2 volts. La tension électrique va nous permettre en fait de prévoir la capacité de déplacer facilement ou non les charges dans le conducteur. C'est une différence de potentiel. Faisons cette différence. Nous avons ici plus 2 volts, là plus 3 volts, et enfin ici plus 4 volts. On voit bien qu'effectivement, quand la tension augmente, la charge se déplace plus facilement. On peut continuer de comparer avec une caisse que l'on déplace. Une tension de plus 4 volts, cela peut être plus 1 volt d'un côté, moins 3 volts de l'autre, ou plus 2 volts d'un côté, moins 2 volts de l'autre, ou 4 volts d'un côté et 0 de l'autre, et ainsi de suite. Peu importe où sont les personnes, c'est le nombre de personnes agissant sur la caisse qui détermine sa facilité à se déplacer. Ici, 4 personnes. On peut voir une dernière situation. Imaginons que l'on a plus de volts de chaque côté. La tension sera donc de 0 volts, ce qui est logique. S'il y a 2 personnes de chaque côté de la caisse et qu'ils tirent en sens contraire, la caisse ne bougera pas. Pour finir, la tension électrique s'exprime donc en volts et se mesure avec un voltmètre. Chaque fil va mesurer un potentiel et l'appareil va faire la différence entre les deux. Il se branche donc logiquement en dérivation. Nous allons voir dans cette vidéo comment mesurer la tension du courant électrique. La tension se mesure avec un multimètre. Celui-ci peut mesurer plusieurs grandeurs. On va l'utiliser ici en tant que voltmètre puisqu'il va mesurer une grandeur s'exprimant en volts. Nous avons au collège 4 types de multimètres qui fonctionnent tous sur le même principe. Ils sont composés de 3 parties, un écran qui va afficher la valeur mesurée, un cadran autour duquel sont inscrits des nombres appelés calibres et des bornes de branchement. Le calibre est la plus grande valeur que l'appareil peut mesurer. C'est aussi souvent la plus grande qu'il peut supporter avant de griller. On se place donc toujours au départ sur le plus grand calibre, par sécurité. Les calibres qui nous intéressent ici sont en volts et on choisit toujours la zone sans la vague. Sur certains modèles, cela correspond à la partie marquée DCV, pour d'autres, le bouton central ne doit pas être enfoncé. Il faut ensuite choisir les bornes de branchement. COM signifie commun, on utilisera donc toujours cette borne sur laquelle on place un fil noir. On branche ensuite un deuxième fil sur la borne marquée V pour volt. Une fois cela fait, on peut brancher le voltmètre dans un circuit. Attention, il se place toujours en dérivation sur le dipôle pour lequel on souhaite déterminer la tension. Attention également, la borne COM doit toujours être branchée en direction de la borne négative du générateur, borne noire. Si ce n'est pas le cas, un signe moins apparaît. Il suffit alors d'inverser les fils sur le voltmètre pour le faire disparaître. L'inconvénient des grands calibres étant de manquer de précision, on va aller vers les petits calibres pour l'améliorer. Attention, on ne doit surtout pas dépasser le calibre. Il faut donc convertir correctement la mesure effectuée si l'on passe sur un calibre en millivolts. Pour passer des volts en millivolts, on multiplie par 1000. Si on a mesuré 0,12 volts, on a donc 0,12 fois 1000 égale 120 millivolts. On peut donc aller jusqu'au calibre de 100 millivolts sans risque, la mesure sera bien inférieure au calibre. Si je me trompe dans mon changement de calibre et qu'il est dépassé, l'appareil va afficher un message d'alerte. Suivant l'appareil, ce sera un chiffre 1 suivi d'un point ou l'affichage
OL. Je dois aussitôt débrancher un fil du multimètre pour éviter qu'il grille. En fin de manipulation, je commence toujours par débrancher un fil du voltmètre, puis je pense bien tourner sur le bouton sur OFF pour préserver les piles. Pour retrouver les lois des intensités et des tensions dans les circuits électriques, il faut savoir qu'il existe deux types de lois. Soit toutes les valeurs sont égales, soit celle correspondant au générateur est égale à la somme des autres. On a donc ceci. Loi d'unicité, IG égale I1 égale I2. Loi d'égalité, UG égale U1 égale U2. Loi d'additivité pour les intensités, IG égale I1 plus I2. Loi d'additivité pour les tensions, UG égale U1 plus U2. Pour savoir quelle loi correspond à quel circuit, il suffit de s'intéresser à l'intensité dans un circuit en dérivation. On voit que le courant fourni par le générateur se divise entre les deux dipôles. On ne peut donc pas avoir la loi d'unicité. On a donc pour un circuit en dérivation la loi d'additivité des intensités. On en déduit que pour un circuit en série, c'est la loi d'unicité. Il faut savoir ensuite que les lois des tensions et des intensités sont inversées. On a donc pour un circuit en série la loi d'additivité des tensions et pour un circuit en dérivation la loi d'égalité.